Bon, j'appelle Frédéric Glichenstein, voilà, qui va nous parler un petit peu, enfin bon, nous faire progresser encore sur l'anatomie fœtale euh, dans l'ensemble de ces travaux que on l'on suit de près de toute façon. Merci beaucoup, chers confrères, chers consoeurs, chers académiciens. Je vous remercie pour votre invitation pour cette journée. Donc, je suis docteur Frédéric Glissenstein, je suis gynécologue obstétricien aux hôpitaux de Saint-Maurice et je vais vous présenter un travail de formation en anatomie. Je vous rassure, vous n'êtes pas forcément tous échographistes, mais nous allons faire de l'anatomie. Et je vais vous montrer comment on peut se former à l'anatomie de façon internationale à l'aide de nos outils modernes. Euh, ah, Voici le sommaire de la présentation. Alors, je vais juste vous dire, voilà, voici mes liens d'intérêt, voici le sommaire. Alors, la main du chirurgien, parce que nous, on n'utilise pas forcément tout le temps un stéthoscope dans notre pratique la plus commune, la main du chirurgien, elle nous permet de reconnaître l'anatomie. Lorsqu'on voit un patient, on l'interroge, il y a l'anamnèse, et la suite, notre main qui palpe notamment l'abdomen, pour nous les chirurgiens de l'abdomen, essaye de retrouver les zones anatomiques d'intérêt. Et en ce sens, l'échographe, c'est la deuxième main finalement du chirurgien parce qu'elle va un peu plus proche des structures anatomiques et notamment, par exemple, pour l'anatomie pelvienne, on peut avoir un petit peu plus de précision et on peut un peu mieux ressentir la zone d'intérêt que le patient nous a évoquée. Lorsqu'on apprend l'anatomie ou lorsqu'on l'utilise, on pense, comme ici, à une patiente qui est debout. On voit le profil, donc le côté sagittal droit par référence. Et cette vision de l'anatomie n'est pas vraiment la vision que l'on a lors de l'examen clinique. Souvent sur une patiente qui est allongée, les organes qui sont mobiles, qui sont proches les uns des autres. Et notre vue de chirurgien a en ce sens quelque chose de très particulier, notamment avec l'échographie, c'est qu'on peut faire un petit tour de passe-passe. On peut tourner la sonde, ici une sonde endocavitaire, et on peut voir par voie intra-abdominale et revoir l'anatomie comme si nous étions en célioscopie ou en laparotomie. Et en ce sens, le chirurgien est à mes yeux un excellent échographiste, car il connaît l'anatomie en célioscopie et en laparotomie comme personne. Pour ce qui est de l'apport de l'échographe, de l'appareil d'échographie, l'appareil d'échographie est de plus en plus puissant. Si on veut détecter par exemple un endométriome, c'est-à-dire une lésion ovarienne liée à l'endométriose, un échographe classique a une sensibilité de 93%, une spécificité de 96%. Et actuellement, retrouver un appareil d'échographie est de plus en plus abordable. On trouve comme ici, ça c'est une sonde française qui coûte un peu moins de 1000 euros. Cette sonde permet d'être, donc c'est une sonde abdominale. Cette sonde met les images sur un serveur, sur un cloud. On peut prendre l'écran que l'on souhaite, donc par exemple un téléphone portable, et on peut avoir comme ça des vidéos et des images de chaque examen clinique ou de chaque examen échographique. Donc ça, en train de se développer à l'échelle mondiale de façon très importante. Pour ce qui est de l'achat de la technologie autour de 1000 euros, je vais être complètement du même avis que mon confrère précédent. Quand on voit le nombre de smartphones dans le monde, il y a actuellement plus de 70% de la population mondiale qui possède un smartphone. Et à propos de son utilisation, par exemple pour l'utilisation d'Internet, il y a quasiment 70% de la population mondiale qui se connecte sur Internet, et notamment de façon très régulière, comme par exemple les réseaux sociaux, 64% de la population mondiale. À mes yeux, l'échographie, ça va faire partie probablement de l'examen clinique grâce à cette hyper disponibilité des images et des vidéos. Et peut-être que ça aura une valeur médico-légale après un examen clinique, un examen abdominal. On aura fait quelques clichés et quelques vidéos d'échographie et ça gardera une trace de ce que l'on a fait. À propos de l'échographie, le nombre de professionnels qui utilisent l'échographie a profondément augmenté. Les gynécologues, on a eu la chance de faire de l'échographie dès le tout début dans notre spécialité, car c'est très utile. Les radiologues, bien sûr, mais actuellement, on voit, pour notamment étudier la pathologie abdominale, on voit les médecins généralistes, les urgentistes qui font de l'échographie en routine. Et puis, pour une grande partie d'échographie qui se veut du dépistage, mais qui utilise aussi l'anatomie, on voit les sages-femmes. Le nombre de professionnels formés a énormément augmenté et le compagnonnage pour l'échographie ou pour apprendre l'échographie, c'est du one-to-one, c'est-à-dire qu'on doit être à côté de la personne, lui montrer comment utiliser la sonde et comprendre les zones anatomiques. Et pour faire ce compagnonnage en one-to-one, eh ben là aussi, ça coûte cher, en moyenne 1500 euros, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue. Et il y a une grande partie de formation continue tout au long de la carrière. Pour savoir à peu près quelle est la base, ne serait-ce que pour apprendre, il y a l'étude de notre confrère Leonardi, qui est canadien, qui a étudié auprès de tous les internes canadiens. Pour pouvoir faire les échographies aux urgences et être autonome, il faut 100 échographies pelviennes et 200 échographies obstétricales. Et donc, on se rend compte que le temps pour tout cela est très important.
Et puis ensuite, à propos de l'apprentissage, ça va aussi dans le même type de propos que ce qui était fait auparavant. Pour apprendre la théorie, lorsqu'on observe, donc ça c'est une étude avec l'association des gynécologues en formation, donc il y a plus de 500 répondants sur les 1000 internes français. Malgré l'existence de très nombreux livres, très bons livres d'échographie, 65% des internes se formaient via des vidéos courtes de formation en ligne. Donc notre modèle, donc ça c'est pas un travail de Master 2, j'avais fait aussi de l'impression 3D en Master 2 il y a 5 ans et présenté ici. Là c'est un modèle un peu différent, il fallait créer donc, un nouveau modèle pour apprendre l'anatomie lorsqu'on fait de l'échographie et pour avoir une assistance au compagnonnage, parce que le compagnonnage est limité. Donc, il faut reprendre les codes qui plaisent aux apprenants, les vidéos courtes, la simulation accessible en ligne, l'apprentissage de l'anatomie, le rendre ludique. Et dans notre cas, il fallait que ce soit international, parce que l'échographie est internationale. N'importe quel cours qui est en ligne, qui est fait en France, est repris partout dans le monde. Il fallait aussi que ce soit anonyme. Ça, c'est notre expérience de l'associatif, c'est que il est difficile de montrer aux autres son insuffisance de formation, notamment si on est en formation continue. Le mode anonyme nous permet d'apprendre à tout moment et d'avoir enfin une communauté qui peut nous aider pour se former ou, en continu. Alors, je vais essayer de prendre des images d'obstétricien. Vous savez, je suis obstétricien. Et là, ce projet, c'est un projet que l'on montre depuis sa genèse, depuis sa naissance. Et bien, en 2022-2023, on a fait notre première preuve du concept, créé notre premier outil. Et en ça, je remercie donc l'association du personnel de la maternité de Saint-Maurice, l'association des gynécologues obstétriciens en formation, parce que ce sont des associatifs qu'on finançait. Et pour réussir à créer notre première saison, notre premier outil, finalement, ça a mis un petit peu de temps. On a pu trouver toute une équipe et puis se préparer pour l'inclusion des participants, qui sont à la fois des étudiants ou des médecins seniors, partout dans le monde. Et puis finalement, on a décidé de garder cet outil en libre accès jusqu'en juin 2025, parce qu'il était très important pour nous que la formation continue, et que ce soit accessible sans qu'on ait une installation préalable comme du matériel. Donc pour résumer, donc c'est on a pris une saison qui correspond aussi à des vidéos et des cas cliniques. Cette saison correspond à une zone anatomique qui a été votée sur des sondages en ligne par des participants. Cette saison représente 5 épisodes, du plus simple au plus difficile, par ordre croissant. C'est accessible sur smartphone partout dans le monde et ça a été traduit par des internes directement, donc dans les langues que vous voyez ici. Alors voici un peu le déroulé des épisodes, des courts épisodes qui durent 3 minutes. Chaque réponse d'un expert est imagée. Et on voit ici directement ce code avec les images anatomiques pour comprendre les faisceaux anatomiques directement en ligne. On voit ici que ça a été traduit par un interne et on voit ici nos confrères vietnamiens qui ont regardé en direct cette série. Directement dans la même vidéo, il y a un live sur patiente, c'est-à-dire que l'expert doit mettre en application ce qu'il vient de montrer. Il le met en application sur des patients de la vraie vie et on voit toujours superposer aux images d'échographie l'anatomie, car nous devons apprendre l'anatomie. Nous avons ensuite donc créé des patientes virtuelles et ces patientes virtuelles, on reprend tous les codes de l'impression 3D. Donc finalement, ce sont des organes en 3 dimensions dans les formats habituels de l'impression 3D, STL ou OBJ. Et on les a lissés, on les a adaptés par rapport au cas clinique. La position du fœtus et la position des organes de la patiente, c'est comme dans la vidéo précédente. Et on peut également, si on veut, ouvrir dans les formats d'imagerie des logiciels de radiologie ou même en réalité virtuelle la patiente virtuelle. Il n'y a aucun souci là-dessus, les formats sont compatibles, quel que soit son modèle. Et à la suite de ça, donc l'utilisateur peut refaire l'échographie. Donc on voit ici le faisceau d'ultrasons passer au milieu des zones anatomiques. On voit la reconstruction donc d'une image échographique qui correspond à la zone anatomique. Et on voit ici, donc là, l'interne qui est en train de faire l'exercice, elle utilise son smartphone comme sonde. Elle est connectée en Bluetooth, donc avec une technologie très très simple, à l'écran, et elle peut s'entraîner à l'échographie. Alors, voici au niveau des résultats, donc la localisation des utilisateurs dans le monde. Donc, pour cette saison, il était très important que ce soit anonyme. C'est-à-dire qu'il était très difficile de compter tous les participants, puisqu'une grande partie d'entre eux ne voulaient pas vraiment se déclarer. Alors, une partie d'entre eux s'est déclarée. Alors, ceux qui se sont déclarés, donc il y en avait 859. Parmi ceux-là, une grande partie ont choisi de faire des exercices libres et d'avoir, par exemple, un pseudonyme. Donc, ça, c'est 76%, donc c'est une grande majorité. Et 24% ont choisi d'être nominatifs et de se lancer dans un challenge afin de gagner un prix. Pour cette saison, on avait malheureusement assez peu de médecins généralistes, sages-femmes ou radiologues, bien qu'on a été aidé par des radiologues pour se lancer dans ce projet. Alors, une chose importante, 14 000 clics sur le site d'accès, donc c'est quand même une très grande communauté finalement. Alors, c'était un site qui a été restreint, il fallait avoir un RPPS, donc de nombreuses personnes à l'international se sont quand même connectées.
Ça, c'est au niveau donc, des résultats. Les résultats, donc une moyenne qui était à peu près autour de 30 points. Alors, une grande part à l'anatomie était présente dans ces cas cliniques. Le vainqueur donc, est vietnamien. Et il est à noter que certains internes ont eu des notes excellentes, puisqu'ils ont très très bien réussi l'anatomie. Ça a été un excellent moyen pour eux de se lancer dans l'apprentissage de l'anatomie, dans la révision de l'anatomie. Et ça, en ce sens, il y a un intérêt pour moi de l'échographie pour apprendre l'anatomie, parce qu'on peut voir des structures en 3 dimensions. On peut se représenter la forme des organes. On parlait tout à l'heure de la dissection cadavérique. Quand on fait une dissection cadavérique, on va voir la forme d'un organe. On va voir la forme de la vésicule biliaire. Si on apprend uniquement par coupe axiale superposée, on a du mal à se faire une impression de la forme de la vésicule biliaire. La dissection le permet, la réalité virtuelle éventuellement. Et là aussi, l'échographie permet, grâce à des volumes, on peut balayer une zone, donc un ensemble de voxels, et on peut retrouver toute une zone. Il y a aussi, comme autre point, vraiment cette importance de l'anonymat, le nombre de personnes qui doivent se former par eux-mêmes et qui ont besoin de rester peut-être un petit peu discrets. Actuellement, donc, sur notre plateforme, il y a 9 cas cliniques disponibles. Ce n'est pas que de la médecine fœtale, il y a aussi notamment de l'échographie pelvienne, de la recherche d'endométriose, qui est un axe majeur actuellement en France de recherche. Ça a été largement réutilisé par l'ensemble des formateurs privés, des formations onéreuses qui ont repris l'ensemble de nos codes dès la sortie de nos premiers épisodes. Un grand diplôme parisien a trouvé un budget de 300 000 euros donc, pour reprendre le concept et lancer un certificat universitaire. Un constructeur d'appareils d'échographie a fait tout pareil pour relancer ce concept. Donc ça a eu, à mes yeux, un large succès dans ce sens. Nous, de notre côté, on fait une deuxième saison qui est peut-être un petit peu plus interdisciplinaire sur les bases de l'examen abdominal gynécologique donc qui est pour les patientes enceintes ou non, avec le début de grossesse. Cela va permettre de produire donc un référentiel d'anatomie qui sera aussi accessible en ligne avec des cas cliniques, avec l'Université de Rennes. On est en train de démarrer, donc pas un, mais plusieurs essais randomisés, une communauté toujours d'entraide pour que les gens puissent partager leurs vidéos. Et on poursuit donc l'interdisciplinarité. On a la chance de travailler avec l'Association des jeunes urgentistes. Donc pour conclure, c'est un projet donc, qui va bien après le Master 2, même si j'ai fait le même Master 2 de sciences chirurgicales il y a 5 ans. Et donc on cherche à moderniser le mentoring à l'aide de toutes les connaissances qu'on acquiert lors de notre formation. Et on fait une communauté internationale. Donc là, on peut l'utiliser n'importe où. Il n'y a pas d'installation du smartphone ou du Bluetooth. Tout le monde sait le faire. Il ne faut pas installer, imprimer en 3D, etc. Mais si on le souhaite, on peut le faire lors d'un travaux dirigé. C'est accessible financièrement puisque tout le monde a un smartphone. Et surtout, les utilisateurs sont au premier plan. C'est eux qui votent les zones anatomiques. Ils ont leur mot à dire sur tout ce qui est construit. Et ça reste quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Bah, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des participants qui nous aident depuis le début. Et si vous avez des questions, bah, je suis disponible. Euh, bon, niveau. Ah, voilà, attends, c'est marrant. Je vais dire, bon, c'est pas une surprise parce que je connais un peu ces travaux et on s'est déplacé aussi, souviens-toi, pour aller voir ce simulateur et c'était absolument spectaculaire. Je veux dire, y compris, il y avait aussi des gestes, je veux dire, qui étaient pour faire des ponctions, pour faire, etc., dans ce qu'on avait vu. Je pense que voilà, c'est un aboutissement, je veux dire. Et l'aboutissement, c'est pas seulement le fait d'avoir fait cette technologie qui est extraordinaire, ce simulateur qui est un peu hybride, hein, parce que entre des coupes anatomiques et des reconstructions, etc., ce qui est très original sur le plan de la technologie, mais c'est surtout d'arriver à ce dont on disait un petit mot tout à l'heure, au fait que ça devienne, je veux dire, une utilisation individuelle, facile, je veux dire, et de faire, je veux dire, de faire sa formation. Voilà, quand on peut, quand on a le temps, pouvoir répéter X fois ce que l'on veut. Et je pense que ta vision aussi, qui est depuis le début, c'est de dire une formation, c'est pas là simplement dans un pays, dans un endroit, dans une société, mais c'est véritablement quelque chose qui appartient à tous, à une communauté internationale. Voilà, la médecine, le soin, l'offre de soins, la réflexion sur la santé, c'est pour tout le monde, quoi. Et je te félicite parce que enfin, tu le sais bien. Je veux dire, je trouve que c'est vraiment un travail exceptionnel par rapport voilà, à tout ce que l'on voit et tout ce qui a été créé par, et là en plus les jeunes, parce que tu as commencé très tôt dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions.
Il y avait une question. Donc, il y a, une université qui a acquis la technologie. Est-ce qu'elle s'en sert pour faire un diplôme universitaire? Est-ce que vous avez des diplômes qui vont avec cette Alors, formation? alors, effectivement, donc c'est très important. Avant d'arriver à un produit qui peut devenir un diplôme, ça met 3 4 ans. Et donc, on ne peut pas, lors d'un projet de Master 2, ben, on prend une partie, on fait qu'une partie d'un projet, et c'est très, très formateur. Ça apprend des bases. Là, on va, à la fin de l'année, donc sortir un référentiel d'anatomie avec l'Université de Rennes, avec le professeur Christelle Nyangotimo, qui est très impliqué dans l'enseignement de l'anatomie pour les chirurgiens gynécologues. Et par ailleurs, il y a plusieurs universités, mais au moins une université qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui, pour son diplôme d'échographie, pense que c'est très intéressant ce concept et ce simulateur et veut l'utiliser pour faire un certificat. Alors initialement, ils ne nous ont pas contactés, ils ont contacté l'ingénieur pour faire la même chose. Et puis finalement, je remercie chaleureusement les ingénieurs qui nous ont dit, bah, mais non, il faut qu'on travaille ensemble. Et là, je pense qu'on a accordé, on est tous, on a accordé nos violons. Carole, tu avais une question à poser. Oui, je voulais féliciter vraiment cette initiative qui est magnifique. En tant que gynécologue obstétricien, j'en apprécie vraiment toutes les qualités. Bravo à vous, bravo aux jeunes gynécos de la spécialité. Et ma question porte sur l'avenir. Comment vous voyez tout ça dans 5 10 ans? C'est quoi vos projets à un petit peu long terme? Alors, bah, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, l'échographie, alors c'est l'examen clinique. L'examen clinique, c'est essentiel, c'est la base de toutes nos professions. Mais il y a aussi dans notre spécialité la thérapie par échographie qui se développe, la thérapie dans des zones que l'on a du mal à accéder, la thérapie nerveuse dans des maladies douloureuses chroniques notamment, la thérapie, par exemple, dans l'endométriose. Ici, à l'Académie, a déjà été montré l'endo-IFU et des traitements de lésions, ou même le traitement de fibromes. Et donc, en ce sens, l'échographie, ce serait presque un examen de consultation qui amène presque derrière à faire un traitement chirurgical. Donc, dans notre spécialité, je pense qu'il faut l'apprendre dès le début, il faut avoir en main toutes ces notions dès le début de notre apprentissage. Et ensuite, dans notre spécialité, dès le tout début, on nous laisse un appareil d'échographie dans la main. On est aux urgences. C'est parfois un petit peu difficile et je pense que c'est important d'avoir un assistant de compagnonnage qui ne va pas nous juger, qui nous laisse apprendre aussi en parallèle, à notre rythme. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Merci beaucoup. Emmanuel. Oui, merci beaucoup, hein. C'est un très beau travail de longue haleine, si j'ai bien compris. C'est justement l'occasion de reparler un peu de l'anatomie. Alors moi, je suis pas agrégé d'anatomie, hein, mais euh, en tant que chirurgien, on doit tous quand même connaître l'anatomie. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a l'impression que c'est vraiment le parent pauvre de l'enseignement de nos facultés. Et c'est vrai que ça pose question. Comment finalement réparer l'être humain quand on ne connaît pas son anatomie? C'est un peu compliqué. Et justement, est-ce que ça permet pas de remettre un peu, avec une vision un peu plus moderne, au goût du jour, l'enseignement de l'anatomie, enfin avec d'autres techniques, hein, mais justement dans les facultés pour les plus jeunes? Bah, vraiment, je le souhaite, j'espère. En tout cas, il y a vraiment une demande d'apprendre l'anatomie. On voit, nous, dans notre congrès, des séances pleines sur l'anatomie. On a avec l'Association des jeunes chirurgiens digestifs, des jeunes urologues, des jeunes gynécologues, nous faisons un congrès annuel d'anatomie pour aller faire la dissection. On s'est organisé entre associations. On est accueilli chaque année par un laboratoire d'anatomie et l'Académie de chirurgie nous aide. Donc vraiment, on vous remercie. Je pense qu'il y a une forte demande pour apprendre l'anatomie. Laurent? Ouais, j'ai une question naïve. Quel est le degré de responsabilité? Vous avez donc passé un DU d'échographie et pour dire, par exemple, ce fœtus a une anomalie. Voilà, c'est quand même des conséquences très très importantes. Qui peut prendre la responsabilité? Est-ce que c'est l'obstétricien, le radiologue? Est-ce qu'il n'y a pas des règles là-dessus? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, par exemple, là, j'évoquais que les sages-femmes font de l'échographie, les sages-femmes font du dépistage. À l'inverse, parmi les gynécologues, on passe plusieurs diplômes qui sont des DU. C'est pas le diplôme initial. Et en fonction, d'ailleurs, il y a un DU d'échographie. On n'est encore étonnamment pas obligé de faire de l'échographie. Et à la suite de ce DU d'échographie, on peut décider de se spécialiser en médecine fétale ou non, par exemple. Et si on se spécialise en médecine fétale, il faut faire un exercice coordonné. C'est très encadré en France. Donc, on doit travailler avec un centre de diagnostic prénatal, avec des pédiatres, des chirurgiens pédiatres, des radiologues, des généticiens. C'est comme ça qu'on fait du diagnostic. Il faut vraiment pas faire du diagnostic tout seul dans son coin, en tout cas en France.
Voilà, bah merci Frédéric. Merci Excusez-moi. beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. d'abord pour tout ça. Et je voulais juste rajouter un tout petit quelque chose parce que aussi il y a des ponts à faire aussi. Je veux dire, on est véritablement dans une transition. Alors on la voit pas complètement, mais je veux dire sur le plan de la recherche. Je veux dire, je pense à l'IHU de Strasbourg. Je pense principalement, je veux dire, où on est à un passage d'une gigantesque révolution sur l'échographie, c'est-à-dire dans laquelle véritablement toutes les autres imageries risque de s'effacer très rapidement. Je veux dire, avec enfin, l'échographie, plus effectivement l'intelligence artificielle, bien entendu, associée aux éléments thérapeutiques, etc. Et je pense que on est à un moment de bascule excessivement important. Et on revient dans ton problème international, c'est qu'on va donner accès à l'imagerie. Voilà, à des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'imagerie. Merci. Merci beaucoup.